Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Sébastien Vincini, bonjour. Je crois que c'est une première. On vous a, pour la première fois à Radio J, on en est très heureux. Vous êtes le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, autrement dit le président du département de la Haute-Garonne. Vous êtes président du réseau 31 ainsi que secrétaire national du Parti socialiste. Donc c'est très intéressant, dans ce moment d'entre-deux tours, avec toutes les inconnues qui s'y attachent, de discuter avec vous. On va faire dans un instant, parce que quand même ça intéresse aussi beaucoup nos auditrices, nos auditeurs de Radio J en ce vendredi matin, une analyse des trois blocs qui se sont dégagés, des trois blocs électoraux et politiques qui se sont dégagés à l'issue de ce premier tour. Mais d'abord, peut-être quand même votre commentaire des désistements qui ont eu lieu, qui sont très nombreux du côté de la majorité présidentielle Ensemble, mais aussi du côté du Parti socialiste. On sait qu'il y a eu en tout, parmi les élus issus du nouveau Front populaire, un peu plus de 130 désistements. Donc on peut dire que la part prise à la gauche à ce, entre guillemets, barrage républicain contre le Rassemblement national est assez importante, Sébastien Vincini. Tout d'abord, merci de m'inviter. Je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer devant Radio J et de porter finalement la vision d'un républicain de gauche ancré dans un territoire et qui a aussi participé depuis 3 semaines à un temps que l'histoire viendra juger, quoi qu'il advienne, quel que soit le résultat de dans 2 jours, dimanche prochain. Il y a 3 semaines, après avoir eu 20 petites minutes de presque satisfaction électorale en regardant le score du candidat pour lequel j'avais milité et contribué à rassembler les socialistes derrière lui, le score de Raphaël Glucksmann est tombé un couperet presque, je dirais. Je me suis senti avec le sol qui se dérobait sous mes pieds, en voyant une dissolution qui intervenait au pire moment, c'est-à-dire un pays fracturé, un vote qu'on analysait, celui des européennes, complètement archipélisé à l'image de la fracturation de notre pays, avec des élections qui s'étaient jouées sur d'autres sentiments, d'autres arguments qui n'étaient pas celui de notre nation, et un président qui prenait une décision irresponsable dans ce temps-là, avec une campagne qui allait être en accéléré, 3 semaines, pour essayer de faire comprendre à nos concitoyens les enjeux réels du pays. Alors, puisque vous évoquez, pardon de vous interrompre, puisque vous évoquez cette campagne en accéléré, Sébastien Vincini, depuis votre poste d'observation, qui est le département de la Haute-Garonne, je rappelle pour nos auditrices, nos auditeurs, que vous êtes le président du département, du conseil départemental. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au cours de cette campagne très brève, vous avez réussi, la gauche, le Parti socialiste, à faire comprendre ce que sont, selon vous, les enjeux principaux de ce scrutin ? On a eu à peine 72 heures, on était quelques-uns, des élus locaux ancrés dans nos territoires où on avait mesuré les clivages qu'il y avait dans notre société, les mots qui pouvaient circuler, les difficultés que l'on rencontrait, les exaspérations et les colères, à pouvoir jouer un rôle clé dès le dimanche soir et finalement les 72 heures qui ont suivi. Il y avait mon ami Benoît Payan, maire de Marseille, et moi-même, on a décidé de ne pas revenir de suite, moi à Haute-Garonne, lui à Marseille, et de nous mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait d'abord le camp de la gauche, celui des républicains de la gauche, qui s'allie, qui se rassemble sur l'essentiel, c'est-à-dire faire en sorte que notre pays ne bascule pas sous une gouvernance d'extrême droite. On n'avait pas vu cela depuis Vichy, et faire en sorte que ça ne revienne pas au pouvoir par les urnes. C'était un impératif, se retrouver sur l'essentiel, ce qui fait sens pour nous, c'est-à-dire la République, ses valeurs, son histoire, ce qui a fondé notre modèle social, le principe d'égalité de l'ensemble de nos citoyens, de nos concitoyens, devant le droit, faire en sorte que cette première digue se monte, se consolide, bien sûr sans se compromettre.
Parce qu'il y aurait beaucoup à dire à gauche. Il y aurait beaucoup à dire. Vous m'autorisez à ce stade une question. Voilà. Vous m'autorisez à ce stade une question, évidemment, qui est dans l'esprit de beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs. Ils comprennent, évidemment, sur le plan électoral, la nécessité de faire ce barrage. Mais ils reprochent au Parti socialiste, aujourd'hui au Premier ministre Gabriel Attal, par définition, d'être obligé de composer d'une manière ou d'une autre avec une force politique qu'à titre personnel, évidemment, vous combattez, qui est la France insoumise, dont vous combattez les idées, en tout cas. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces auditrices et à tous ces auditeurs sur la nécessité de cette alliance, mais en même temps le problème qu'elle pose sur le fond? Évidemment. Moi, je combats pas les femmes et les hommes sincères à gauche. Je combats pas celles et ceux qui gardent à l'esprit les valeurs de la République. Valeurs de la République où on place le citoyen devant le droit par principe d'égalité. Pour moi, cela, je ne le combats pas. Mais celui qui a de la complaisance avec le communautarisme, celui qui a du relativisme ou celui qui essentialise les débats qui traversent notre société sur des questions cruciales, celui-là, je le combats. Celui qui excuse des relents antisémites, je le combats. Celui qui est complaisant avec ce qui peut être terrible, ou qui relativise ce que nous avons vécu au mois d'octobre dernier avec les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre, je le combats. Et je n'ai aucun état d'âme à le combattre. Et celui-ci, à mon nom et au nom du Parti socialiste, il ne peut pas se revendiquer d'être un allié. Et nous n'avons eu aucun état d'âme à retirer les logos, à écrire ce qu'il fallait écrire et dire ce qu'il fallait dire. Pour autant, il y a un essentiel. C'est notre démocratie et notre République. L'extrême droite, on le sait, introduit par principe la préférence nationale, qui est un principe qui rompt fondamentalement le principe d'égalité, de reconnaître tout citoyen, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, un principe d'égalité devant les valeurs de la République et le droit français. Et ça, pour nous, c'était fondamental. Alors oui, on s'est unis d'abord sur cet essentiel. C'était primordial. On a monté cette première digue, je dirais. Et depuis maintenant 4 jours, depuis dimanche dernier, depuis lundi, effectivement, nous sommes allés chercher les Républicains et nous avons monté ce front républicain. Et je salue finalement le revirement, parce que c'est un revirement. Il faut être clair là-dessus. Si nous avons exprimé depuis 3 semaines... Vous voulez dire, Sébastien Mazzini, le revirement... Vous voulez dire le revirement du gouvernement de Gabriel Attal, qui combattait... De sa majorité. Voilà. Qui combattait encore la gauche il y a quelques jours et qui aujourd'hui fait appel à elle dans sa globalité pour faire échec au scénario possible, encore possible, à l'heure où nous parlons ce matin, ensemble vendredi matin, d'une majorité absolue pour le Rassemblement national. Oui, il peut encore y avoir une majorité. Donc, le second tour est encore devant nous. Et oui, il faut un front républicain, comme nous l'avons fait lorsque nous sommes allés voter pour Jacques Chirac en 2002, comme nous l'avons fait à 2 reprises en 2017-2022 pour Emmanuel Macron. Le camp de la gauche est allé voter pour lui comme une seule femme, un seul homme, pour faire en sorte que la République ne tombe pas aux mains de l'extrême droite. Alors Sébastien Mazzini, vous êtes le président du département de la Haute-Garonne. C'est une fédération socialiste très importante. Alors justement, remontée du terrain. Vous le connaissez très bien ce terrain. Je crois que ce soir, hier soir, vous étiez à Carbone, si mes informations sont bonnes. Donc vous connaissez bien le département, sa sociologie électorale complexe, avec une dominante de la gauche, mais une vague RN très forte. Quelle analyse faites-vous du rapport de force entre la gauche réformiste, héritière de Jaurès, et l'autre gauche, cette gauche, je vous cite, relativiste, essentialiste, communautariste, que du fond de votre âme vous combattez? Bon, il était hors de question pour les républicains de gauche que nous sommes de nous retrouver à devoir repasser sous les fourches caudines de Jean-Luc Mélenchon et des siens. Et d'avoir aujourd'hui une NUPES version bis ou version 2. Il s'agissait de monter une digue sur l'essentiel, c'est-à-dire la République, en ayant bien sûr
et c'est tenter de porter un projet d'espérance à gauche. Nous avons réussi à rééquilibrer. Nous avons réussi aujourd'hui à avoir un meilleur accord électoral avec une meilleure représentation sur l'ensemble du territoire. Et nous le voyons bien dans les cas de figure de second tour, le Parti socialiste et ses alliés plus traditionnels se retrouvent dans une meilleure configuration que ce n'avait été le cas en 2022. Et chacune et chacun a pris sa quote-part de désistement, et y compris la LFI, et il faut le reconnaître. Certes, il y a encore un noyau dur, mais c'est ainsi. Mais moi, par exemple, je n'ai eu aucun état d'âme à aller défendre des François Ruffin, des Christophe Bex, qui sont des candidats sur lesquels il n'y a eu aucun relativisme, aucune nuance au moment de condamner ce qu'il fallait condamner, c'est-à-dire des attentats terroristes et antisémites, comme ils avaient pu le faire par le passé. De Charlie Hebdo, des attentats Kacher, ou ce qu'on avait connu, nous, terriblement, les attentats commis par Mera. Contre l'école Ozer HaTorah. À Toulouse, exactement. Et là, je ne me suis pas trompé, et on ne s'est pas trompé. Et en Haute-Garonne, on est sur un territoire où, heureusement, les choses sont équilibrées, il y a une prise de conscience. Alors, on vient de parler de la Haute-Garonne, c'est très important. Si on globalise, Sébastien Vincini, on est avec vous ce matin sur Radio J, c'est passionnant. Vous êtes le président de la puissante Fédération socialiste de la Haute-Garonne. Vous êtes le président de la Haute-Garonne. Il y a une sensibilité social-démocrate très implantée dans ce beau département que je connais bien. Alors, et que beaucoup de nos auditrices et auditeurs connaissent aussi, bien sûr. Si on globalise, au niveau national, la gauche de Jaurès vous paraît ne pas avoir dit son dernier mot, ou elle est supplantée quand même idéologiquement par la gauche de Jules Guesde? Je crois qu'aujourd'hui, la gauche de Jaurès, alors que ça faisait de nombreuses années finalement qu'elle avait presque disparu dans le débat, dans les mots, dans la sémantique, y compris médiatiquement, a retrouvé de la force, et je dirais presque même de la puissance à convaincre, à aller chercher le cœur des gens. La campagne de Raphaël Glucksmann a redonné de la clarté à ce que nous sommes, nous, finalement, des progressistes, des sociodémocrates, attachés aussi à travers notre grille de lecture du dialogue social, de comment doit se passer un débat politique apaisé, à apporter aussi des nouveaux enjeux, comme celui du défi climatique, comme celui encore du partage des richesses. Et oui, dans ces 3 dernières semaines, nous avons réussi à reconvaincre et à les reconquérir et à faire entendre notre voix. Nous avons su reparler d'une même et unique voix. Vous savez, ça faisait plus de 10 ans que les sociodémocrates n'avaient pas mené une campagne sans s'auto-critiquer et presque s'auto-dissoudre finalement. Et aujourd'hui, nous avons pu nous réexprimer d'une même et unique voix. Alors, on est encore à un moment. Oui, c'est essentiel. Vous avez raison, Sébastien Vincini. On est avec vous. Vous êtes président du département de la Haute-Garonne. Nous sommes ce matin en direct sur Radio J. Il y a encore une possibilité que le Rassemblement national parvienne à constituer une coalition gouvernementale en tangentant ou en obtenant la majorité absolue lors des élections de dimanche prochain. Si par hasard les abstentionnistes étaient trop nombreux, vous les avez interpellés récemment dans les colonnes du magazine Le Point. Quel rôle endossera selon vous la famille socialiste dans cette hypothèse? Moi, je crois qu'il faut faire attention à ne pas donner le sentiment à nos auditrices et nos auditeurs et donc aux électrices et aux électeurs qu'on est déjà dans une combinaison, qu'on est déjà dans le tripatouillage politique. Moi, ça, c'est pas ma manière de faire de la politique et je crois qu'on doit la clarté aux gens. La clarté, c'était il y a 3 semaines faire un bloc à gauche permettant de monter une digue parce que nous étions dispersés. Et Raphaël Glucksmann n'avait fait que 14%. On est allé chercher les 31% à gauche qui ont fait d'ores et déjà, dès le premier tour, qu'il n'y ait pas une vague d'élus dès le premier tour Rassemblement national. Vous savez, les projections il y a 3 semaines, c'était presque 80-90 députés RN qui auraient pu être élus dès le premier tour. Cette première digue, elle a permis cela. La deuxième digue, en faisant en sorte qu'il y ait un nouveau front républicain qui se consolide, va peut-être permettre d'empêcher le pire dimanche prochain. Et moi, je focalise encore sur cela. Je ne suis pas en train de négocier
un poste ministériel ou un accord politique, alors qu'on sait, et vous l'avez très bien exprimé, déjà aussi, on a des divergences et des différences de voir la France, comment elle doit être conduite. Mais on s'est retrouvé sur l'essentiel. Il faut rassembler, apaiser et empêcher le Rassemblement national d'accéder aux responsabilités. Alors, nous serons après à temps de nous poser et de voir quelle est la meilleure façon d'agir pour conduire le pays dans cette année qui est encore devant nous. Alors Et après, vous savez, ouais, allez-y. J'ai encore une autre chose à rajouter. Je vous en prie, Sébastien Mancini. Nous sommes aussi des femmes et des hommes élus et en responsabilité. Moi, je préside l'un des 10 plus gros départements de France. Nous représentons les élus de gauche, sociodémocrates, socialistes, progressistes ou écologistes, à diriger près de 30% de nos collectivités françaises. Nous serons là lundi matin 8, dans 3 jours. Nous serons encore là pour être solides et debout pour conduire des politiques publiques, travailler avec les préfets pour faire en sorte que le climat s'apaise, que la France se réconcilie et aussi répondre à nos missions de service public. Alors, je crois que c'est essentiel aussi de le dire. On entend, Sébastien Mancini, ce matin dans vos propos, une détermination à la modération, à l'humanisme et à la modération qui tranche évidemment avec d'autres voix de la gauche, hein, on vient d'en parler tout à l'heure. Vous vous projetez déjà sur l'après, c'est-à-dire vous avez la volonté de reconstruire une gauche modérée, une gauche démocratique, une gauche qui ne soit pas dans les outrances que nous venons d'évoquer, le relativisme, l'essentialisme, l'antisémitisme. Alors, ça prendra quelle forme sur le plan doctrinal? Je sais que vous attachez beaucoup d'importance à la question environnementale, écologique. Vous êtes un éco-socialiste. Est-ce que le socialisme et l'éco-socialisme, c'est au fond la nouvelle synthèse miracle pour une social-démocratie du XXIe siècle, Sébastien Mancini? Je crois qu'effectivement, plus rien ne pourra être fait comme avant. On le dit souvent, c'est presque galvaudé lorsqu'on a une crise. On l'avait entendu après la crise des Gilets jaunes, on l'a entendu à la sortie des premiers confinements. On ne l'a pas en fait assez transformé. Il n'y a pas eu de débouché politique à ces crises qu'on a connues successivement. Il va bien falloir que chacune et chacun, en tout cas, on ne pourra pas en faire l'économie. Et moi, je refuse que ma famille politique en fasse l'économie, comme souvent elle a fait. De nous regarder dans un miroir et de nous dire comment on est en arrivé là. Et à un moment donné, de retracer des perspectives. Dans ces perspectives, effectivement, il faut arriver à faire de la politique différente. Il faut en finir avec les occasions, le mépris. Il faut en finir avec cette manière incantatoire parfois de faire de la politique. Il faut en finir avec cette forme d'ubérisation de la politique. On ne formule pas une pensée en un tweet. On ne trouve pas des solutions aux maux de nos concitoyens en 156 caractères. Je crois que la politique avec un grand P mérite aussi qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on écoute, qu'on comprenne et qu'on bâtisse des réponses. Alors, vous m'autorisez à ce stade Voilà, vous m'autorisez à ce stade une question, justement, Sébastien Mancini. Vous êtes à la fois un praticien de la politique, puisque vous dirigez un très gros département français, où on vient de l'évoquer, le département de la Haute-Garonne, avec évidemment comme épicentre Toulouse, mais pas seulement, toutes les villes de la Haute-Garonne. C'est un grand département qui va des Pyrénées quasiment jusqu'au Tarn-et-Garonne. Donc, effectivement, avec une diversité aussi géographique, sociologique. Il est un peu, si vous voulez, au fond, un modèle réduit de la société française, dans ses contradictions entre la ruralité, les centres-villes et les banlieues sont très représentés dans ce département. Quelle va être la relation de la gauche social-démocrate dans les années qui viennent avec la question populaire? Je vous pose la question très simplement. Vous savez qu'il y a un think tank célèbre, plutôt social-libéral, qui était proche de Strauss-Kahn, avait théorisé l'abandon par la gauche socialiste des classes populaires. On voit bien que ça marche pas, c'est-à-dire il faut revenir sur les années Terra Nova si l'on veut reconstruire quelque chose qui soit au cœur de la République comme vous le voulez. Je crois qu'on doit se poser cette question. Ça fait 20 ans finalement qu'on est alimenté par l'idée qu'au fond, et c'est une idée fondamentale parce qu'elle a été structurante, je dirais, pour tous les objets politiques, pour toute la pensée politique. En gros, il suffit de laisser faire et ça ruissellera. Je m'explique.
Il y a eu d'abord la Startup Nation. En gros, on va aider, favoriser, libérer les énergies et les plus puissants aideront les plus faibles. Il y aura le ruissellement économique, voilà, les exonérations fiscales, les niches fiscales, la suppression de l'ISF, la flat tax. Ça permettra d'injecter de l'argent en investissant et il y aura une amélioration du pouvoir d'achat et une meilleure vie digne. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Qu'en est-il aujourd'hui? Les gens vivent de l'injustice, le SMIC n'a pas bougé, les gens ont eu le sentiment de devoir faire ceinture et y compris de cotiser beaucoup plus et d'aller jusqu'à des années supplémentaires de leur retraite. Vécu totalement comme une injustice, rejeté, des incompréhensions même de nos concitoyens. Ensuite, on prend cette question-là, toujours pareil, de la mondialisation heureuse, si on le calque sur la manière dont on a aménagé depuis 30 ans, avec ces réflexions, notre territoire. L'hypermétropolisation de notre territoire. Je me souviens encore d'Emmanuel Macron qui disait il y a entre 8 et 12 métropoles françaises comme des locomotives qui vont amener le territoire français. Bon, la réalité aujourd'hui de territoires qui sont complètement abandonnés, de territoires qui se sentent délaissés. Mais je ne parle pas de territoires hyper ruraux. Je parle, moi, chez moi, la Haute-Garonne est typiquement 30 km, 40 km, 50 km de Toulouse, où les gens se sont sentis abandonnés. Ce n'est pas anodin si la crise agricole, à 30 km de Toulouse, dans mon canton, sur cette circonscription périurbaine, mais qui touche la métropole. Sébastien Massini, vous pensez... Sébastien Massini, vous critiquez la métropolisation, c'est une théorie géographique, sociologique qui était dominante et qui s'est exprimée dans le macronisme. Vous pensez qu'aujourd'hui, la seule force politique en France qui peut renouer justement avec ce périurbain ou avec le rural, c'est le Parti socialiste ? Oui, parce qu'on est fondamentalement attaché à une valeur de notre République, c'est le principe d'égalité. Bien sûr, il y a des questions d'insécurité, de liberté, il ne faut pas les mettre sous le tapis. D'une immigration qui peut paraître subie, des OQTF qui restent sur notre territoire pendant des années et qui peuvent commettre des délits. Ces questions-là, il ne faut pas les mettre de côté, je ne les mets pas de côté, on ne fait pas partie de la gauche naïve n'existe pas du côté des sociodémocrates. Mais pour autant, la question fondamentale, c'est celle de l'égalité et de la justice sociale. Et moi, je fais partie de ceux qui la matricent avec la question aussi, qui est le défi de notre génération. Parce que si on ne s'empare pas, dans 10 ans, mes propres enfants vont me le reprocher. Mais qu'as-tu fait quand tu étais aux responsabilités? C'est celle du défi climatique. On doit la matricer. On sait très bien qu'aujourd'hui, on peut calquer parfaitement à la fois la réduction des inégalités sociales avec la question des inégalités climatiques. Je le dis souvent, il y a 3 responsabilités, 3 inégalités face aux défis climatiques et au changement climatique. Alors, les responsables... Oui. Dernière question, parce que malheureusement le temps nous est compté ce matin en direct sur Radio J. C'était passionnant, Sébastien Massini. Je rappelle, vous êtes président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Un message à nos auditeurs. Hein. Beaucoup d'entre eux avaient des doutes concernant la gauche ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour finir à 48 heures du scrutin? À 48 heures du scrutin, j'ai envie de dire 2 choses. Quelque chose que j'ai sur le cœur. Un, qu'il y a une gauche responsable, profondément laïque, profondément républicaine, qui luttera toujours de manière acharnée contre l'antisémitisme, contre la xénophobie, parce que c'est constitutif finalement de notre premier engagement. Et on sera toujours là pour protéger celles et ceux qui se sentent en insécurité. Et en même temps, dans ce qui fait cette Constitution, ce qui nous prend aux tripes quand on s'est engagé dans cette gauche social-démocrate et humaniste, il y a aussi ce surmoi qui nous a fait nous allier pour aller chercher ce barrage face à l'extrême droite. Et moi, j'en appelle à tous les électeurs et les électrices de réfléchir à ce que, quand on lira les bouquins d'histoire dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, quand nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants nous diront « Qu'est-ce que tu avais fait ce jour-là, ce fameux dimanche 7 juillet ?» Et moi, je sais que je serai du bon côté de l'histoire et que j'aurais mis tout mon cœur, toute mon énergie, mais aussi toute ma raison. Parce qu'il y aura un 8 juillet, il y aura un 9 juillet, il y aura un 10 juillet. Et on rebâtira. Et la vie politique ne s'arrête pas aux quelques semaines qu'on vient de voir se défiler dans un temps accéléré, et encore moins dans les mois qui arrivent. On va rebâtir une société plus apaisée. Mais il y a un acte fondamental, c'est le vote du 7 juillet,
il faut être du bon côté de l'histoire et aucune voix ne doit manquer pour faire barrage à l'extrême droite et au RN. Merci beaucoup Sébastien Mancini, on s'en reparlera après le 8 juillet. Entre-temps, on vous souhaite un très bon week-end électoral. À bientôt et Shabbat Shalom à toutes et tous. À bientôt.